il faut penser à l'environnement intérieur. Les risques sanitaires, bien évidemment, je m'adresse à un public averti d'allergologues, donc je ne vais pas m'appesantir sur les risques allergiques. Je considère que ici vous connaissez globalement tous l'allergie et donc on en parlera, mais très succinctement. Je voudrais au contraire qu'on s'ouvre à d'autres risques sanitaires. Et donc le propos aujourd'hui, ça sera plutôt d'envisager l'environnement intérieur dans sa globalité et également d'intervenir donc en deux temps. Le premier temps, ça sera une présentation classique et ensuite je terminerai par un cas clinique qui est personnel et que j'avais déjà présenté au CFA de 2022 et pour vous montrer qu'on peut faire des choses même quand on est médecin allergologue libéral. Et on parlait tout à l'heure de transversalité, je trouve que c'est très bien choisi parce qu'on peut avoir plusieurs plusieurs chapeaux sur la tête. Donc, d'abord un petit peu d'histoire. Donc, la première fois qu'on va s'interroger sur l'importance de l'environnement intérieur dans la santé humaine, c'est au début du siècle dernier, avec l'apparition des grandes épidémies mondiales de tuberculose, de lèpre, et les architectes vont devoir construire des sanatoriums pour répondre à la demande, et ils vont s'interroger. Ils vont s'interroger notamment sur quels étaient a priori les éléments qui étaient importants pour la santé humaine au moment de en construisant des bâtiments appropriés. Donc on va avoir là, vous avez sur la gauche le sanatorium de Alto, qui est un grand architecte, mais aussi d'autres architectes qui sont nommés des architectes hygiénistes, qui vont ouvrir les fenêtres, faire des balcons, privilégier l'arrivée de la lumière à l'intérieur des maisons et des bâtiments de santé. Penser que l'humain passe l'essentiel de son temps à l'extérieur, c'est une idée fausse. Il passe 80% de son temps à l'intérieur et le temps passé est encore plus important aux extrêmes de la vie, c'est-à-dire au moment de la vieillesse et de l'enfance. Il passe 80% de son temps dans l'espace intérieur, 69% dans un logement et plus de 40% dans une chambre. Il faut savoir que ces taux, ils sont encore plus élevés aux extrêmes de la vie, comme je le disais. Donc, quand l'enfant va être à la maison, va passer d'une crèche à la maison, et comme la personne âgée, qui sera réduite en mobilité, ne va pas pouvoir aller beaucoup à l'extérieur. C'est un fait important et la population générale n'est pas suffisamment consciente que l'air que nous respirons est un besoin vital, permanent, et on se préoccupe plus de ce qu'on boit ou de ce qu'on mange. On peut passer 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire, alors qu'on peut passer 30 jours sans manger. Et pourtant, cet air que nous respirons, qui est à raison de 6 litres d'air inhalé par minute, 14 000 litres d'air inhalé par jour, eh bien, on se préoccupe très peu finalement de la qualité de cet air-là. Et surtout quand c'est un air intérieur. Il faut savoir que pour un enfant, de la naissance à l'âge de 2 ans, le nombre d'alvéoles va être multiplié par presque 6, passant de 50 millions à 300 millions. Et donc ça, c'est très important. Et cette période-là, dont je vous le montrais tout à l'heure, on la passe à l'intérieur. L'enfant, de 0 à 2 ans, il sera principalement à l'intérieur. Presque 90% de l'air qu'il va respirer, c'est de l'air intérieur. Donc, on va s'intéresser prioritairement à la qualité de l'air intérieur lorsqu'on va parler d'environnement intérieur et de santé. Mais pas seulement, puisqu'on va le voir tout à l'heure. Quels sont les polluants de l'air dans les bâtiments? Ils sont nombreux et leur source est multiple. Alors, l'air intérieur est sous influence de l'air extérieur d'abord. Tout d'abord avec des biocontaminants, contaminants, les spores, les pollens divers et variés. On végétalise de plus en plus les villes et donc on a de plus en plus de spores qui vont circuler à l'intérieur des maisons. Et c'est une bonne chose dans un certain sens, sauf pour les allergiques. D'autre part, on a des microparticules qui sont émises par l'activité humaine, principalement par la pollution des véhicules. Et les deux principaux sont le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone, avec évidemment le benzène. Et je parlerai spécifiquement
des microparticules qui sont issues des plastiques. Il y a un rapport en 2021 qui montre que le bisphénol, qui est donc une microparticule qui était originellement, peu de personnes le savent, mais originellement c'était un oestrogène qui avait été initié, on voulait fabriquer une contraception orale et donc ce bisphénol finalement est actuellement détecté dans l'atmosphère planétaire et les conséquences sont encore mal connues, mais on peut parler de fibres ultra fines et ces fibres ultra fines se déposent dans les bronchioles, dans les alvéoles et ça peut induire des pneumopathies interstitielles, des fibroses et des granulomes. La particularité, c'est comme c'est un œstrogène, il est très lipophile, c'est un perturbateur endocrinien et il est classé dans les risques forts comme perturbateur endocrinien. Et il faut savoir que donc dans les biberons, il a été retiré en 2010. En 2015, il a été retiré au niveau des films alimentaires et dans l'alimentation, mais il reste toujours en suspension dans l'air puisqu'on en découvre en 2021 encore en quantité. Le benzène, donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un risque cancérigène connu, et puis l'ozone, qui est un produit en fait de dégradation des composés organovolatiles et qu'on va trouver de plus en plus souvent. Alors, il y a également ce qui va influer l'environnement intérieur et l'air intérieur, c'est également les gaz. Alors au Maroc, on n'en a que dans certaines régions, notamment les régions de phosphate, mais en tous les cas, il y a du radon et ce gaz va entraîner des manifestations spécifiques sur la santé. À côté des polluants de l'air extérieur, il y a des polluants chimiques qui sont liés au comportement des usagers et d'autre part des polluants qui sont issus des mobiliers et de l'aménagement, par exemple. Nous aurons tout à l'heure, on va le voir un petit peu plus précisément, mais des matériaux de construction et de décoration qui vont libérer des polluants chimiques, des moquettes, des peintures, avec par exemple le méthylchloroisothiazolinone, qui est un allergène de contact bien connu, qui est dans les peintures. On aura d'autre part les gaz d'échappement. C'est la mode maintenant de faire des maisons et de prévoir la cuisine à côté du garage. Donc ça, c'est sûr que c'est pas forcément une bonne chose pour la qualité de l'air à l'intérieur. Il faut savoir que le taux d'occupation humain est calculé en fonction de la concentration en CO2 et on la calcule en ppm. Et donc, on considère que si elle est inférieure à 750 ppm, eh bien la qualité de l'air sera correcte, en tous les cas pour le CO2. Le taux d'occupation est correct, alors que s'il est supérieur à 1200, c'est considéré comme médiocre. Alors, on va parler des composés organovolatiles et supravolatiles. Ce sont des polluants chimiques dont la particularité, c'est qu'ils sont volatiles et ils vont dépendre de constantes physiques, hygrométriques et thermiques. Et ils seront plus ou moins volatiles en fonction du type de composé. Donc, on va en trouver dans le tabagisme, dans les émanations du tabagisme, dans les détergents et les polluants. Donc, il faut savoir que nettoyer, ça pollue. Dans les parfums d'ambiance et dans les bougies, dans les matériaux de revêtement et les murs, les sols, les matières plastiques, on en a parlé, les produits phytosanitaires qu'on va utiliser à l'intérieur des maisons, les insecticides pour nos plantes qu'on va traiter et les gaz en utilisant, par exemple, d'un chauffage au gaz, eh bien, on va émettre à l'intérieur de la maison un certain nombre de polluants qui sont habituellement... Alors, il faut savoir que dans les composés organovolatiles, il y en a 5 qui ont été classés en haute priorité. Pour leur risque de cancer, de toxicité hématologique, d'allergie, dans les pathologies endocriniennes et de toxicité sur la reproduction de l'être humain. Je vais passer rapidement sur les bactéries, les virus et les moisissures. Et en ce qui concerne les allergènes liés aux animaux de compagnie qui vont être à l'intérieur de la maison et qui vont émettre également des polluants qui seront non chimiques, mais des micro-organismes. Voilà, je voudrais parler de trois grandes études, et notamment, alors la Presence, on va en parler plus tard, mais la Q-Watch, en fait, c'est l'analyse de la qualité de l'air, et sur notamment un point particulier, c'est l'influence du séchage du linge sur le confort hygrométrique, et notamment la concentration en polluants dans l'habitat. C'est-à-dire qu'on va déterminer si en faisant sécher son linge à l'intérieur, est-ce qu'on va avoir
en fonction des lessives ou des assouplissants, une quantité de polluants chimiques importants. Et effectivement, les études, donc ça date de 2023, on n'a pas encore tous les résultats, mais en tous les cas, il y a des composés terpéniques présents dans de faibles proportions, mais il y a quand même il y a une identification de certains polluants supérieurs, dans des proportions supérieures à 1%, ce qui est quand même assez élevé. Alors la deuxième étude, c'est la cohorte Air Crespi, qui est toujours en cours d'ailleurs, qui va s'intéresser à la qualité de l'air et les caractéristiques à l'intérieur des crèches pour les enfants et pour les travailleurs en fait, hein, les personnels à l'intérieur. Et là aussi, les résultats sont en cours. Je vous parle de toutes ces, c'est très intéressant. En tous les cas, je vous laisse vous y référer. Les moyens de mesure de tous ces produits chimiques, on va faire des prélèvements de particules, ça c'est à titre indicatif, hein, les micro-organismes par prélèvement, par impactage au niveau de l'air, au niveau d'un gel une gélose, et on va faire des prélèvements. Et sinon, en ce qui concerne les composés organiques et supravolatiles, c'est avec en fait, c'est un captage qui peut être soit sur une longue durée, soit de façon ponctuelle. Et il faudra toujours le comparer avec la quantité extérieure. Alors, vous allez me dire quelle est la solution. Alors d'abord, il faut éviter évidemment la pollution, d'utiliser des polluants chimiques au niveau de l'émission primaire, on va dire, mais surtout ventiler. Alors les premières mesures qui ont été prises qui ont été mises en œuvre, c'était au moment où les premiers appareils électroménagers sont arrivés dans nos cuisines, qu'on a eu des gaz, et donc là, on a dit, hop, obligation. Ça, c'était en Europe. Ensuite, il y a eu des hottes à balayage, je vous épargne. Et puis maintenant, pour ventiler, on utilise de la ventilation mécanique, simple flux, double flux, avec des filtres. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est sûr et certain, c'est que la ventilation naturelle, elle peut être simple, mais les consignes qu'il faut avoir, c'est que entrebâiller sa fenêtre ou utiliser un entrebâillement oscillant battant, c'est pas suffisant. Et il faut au contraire ouvrir complètement les fenêtres pour avoir une ventilation efficace et plusieurs fois dans la journée. C'est pas la peine de laisser toute la journée. Au contraire, ça sera pas forcément bon en ce qui concerne le taux hygrométrique. Alors, quand on observe une baisse de la qualité de l'air, on va avoir évidemment des odeurs, on va se rendre compte que les performances intellectuelles vont baisser, et il y a des études très intéressantes sur les enfants d'ailleurs par rapport à leur performance intellectuelle dans des endroits confinés. On va avoir, comme vous le savez, des irritations, des inflammations, des infections, évidemment de l'allergie, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause des perturbateurs endocriniens que sont les composés organovolatiles, et des effets sur la reproductivité humaine et des troubles endocriniens et cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour bien respirer? Ce qui permet quand on a une bonne qualité de l'air, en fait, on va avoir une meilleure qualité, une performance intellectuelle. Et ça, c'est une diapositive qui a été utilisée avec l'aimable autorisation du docteur Suzanne Déhoux, et on va juste, donc, moins d'absentéisme, une meilleure santé psychique, moins d'allergies, moins d'infections. Je vais juste parler de ce qu'on appelle le syndrome du bâtiment malade. C'est qu'il représente quand même aux États-Unis 16% du nombre des bâtis selon les dernières études. Alors, je vous parlerai simplement de cette étude-là, donc en fait, c'est une étude de Krieger. Le principe, c'était de créer deux groupes, un groupe référence et un groupe modèle, et un autre groupe où on a construit une nouvelle maison avec des nouveaux critères, notamment sur la composition de l'humidité, enfin la composition de l'environnement, en faisant bien attention à la qualité de l'air, à l'utilisation de filtres, à l'utilisation de produits chimiques les moins polluants possibles, et on l'a comparé, c'était sur 68 enfants répartis en deux groupes, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse quand on utilisait donc dans le modèle maison saine entre guillemets, il y avait quand même une baisse de 41% du nombre de crises d'asthme, et aussi également un impact sur le nombre de jours sans exacerbation.
Donc, je passerai rapidement sur la température et l'humidité. Et juste pour évoquer, donc, la santé aussi, ce n'est pas que la qualité de l'air à l'intérieur du bâti, c'est aussi le bruit. Et le bruit, c'est un grand problème. On considère qu'au-delà de 50 décibels, selon l'OMS, 11%, au-delà de 50 décibels, on a un impact. On a un impact et autant originellement le bruit peut constituer un système d'alerte, l'oreille, elle a pas de paupières, hein, on peut pas fermer les yeux et donc il y a des répercussions au niveau du cerveau et ça entraîne également des atteintes au niveau système immunitaire et endocrinien. Donc la seule solution, c'est justement d'avoir moins de bruit à l'intérieur parce que ça, c'est un réel impact sanitaire. Alors par bruit, on peut se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bruit? En fait, tous les bruits de ventilation, tous les bruits qu'on peut avoir sur les produits électroménagers qui peuvent réveiller en fait l'occupant. À côté, après l'air, après le bruit, la deuxième chose importante pour la santé, c'est la lumière naturelle. Et outre l'impact sur la vision des couleurs, hein, on sait pertinemment que quand on voit du bleu, quand on voit du vert, les neurosciences, elles nous disent que ça améliore nos capacités de concentration, nos capacités d'être heureux. Et on sait aussi sur le plan médical, en fait, ça va avoir un effet sur le cycle de veille et de sommeil, et notamment ça va le fait de ne pas bien dormir ou d'avoir des réveils la nuit, ça va avoir un impact sur la mélatonine et effectivement un impact sur un écrasement en fait du cortisol et du coup une accentuation, enfin disons au niveau chronique, quand c'est chronique, a un impact sur nos surrénales. Donc il faut savoir des choses intéressantes qui seraient intéressantes à souligner, c'est que la lumière naturelle l'absence de lumière naturelle va avoir un effet donc sur le plan neurologique avec l'apparition de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. Et ça, il y a des études qui ont été démontrées dans ce sens-là. Il faut savoir qu'aussi que la saisonnalité, elle affecte l'humeur et le comportement. Et actuellement, par exemple, si on fait des tests de performance intellectuelle chez les jeunes enfants, eh bien, il sera le maximum de performance, ça sera au moment du solstice d'été, alors qu'il aura moins de performance intellectuelle au moment du solstice d'hiver. D'où l'importance d'un environnement adapté, éclairé, les écoles notamment. Et c'est important parce qu'on ne parle pas que de l'habitation, mais aussi des écoles qui doivent être conçues par des architectes avertis et qui sauront utiliser ces critères-là. On vit aussi dans un monde multifréquentiel et nous sommes en capacité de mesurer l'exposition individuelle des ondes électromagnétiques. Chacun va recevoir tout au long de sa vie un certain nombre d'ondes. Il faut comprendre que pour chaque fil sous tension, dans une installation électrique ou entre un émetteur et un récepteur, il y a des ondes qui se propagent dans l'air et à la vitesse de la lumière. Elles ne sont pas visibles, mais on va parler d'ondes électromagnétiques. Il va y avoir des ondes électromagnétiques de basse fréquence et il y a des ondes radioélectriques dites de haute fréquence. Et en fait, ce qui est très important de savoir, c'est que les champs de haute fréquence, ils sont atténués par tout ce qui est murs et autres, et au contraire, ils sont absorbés quand il y a de l'eau. Et il faut savoir que nous, en étant constitués d'eau en grande partie, eh ben on va absorber plus facilement ces ondes électromagnétiques et ça aura un impact. Alors l'impact actuellement, il est en cours d'étude, parce que là c'est l'ANSES qui a montré donc les risques. Je vais le lire. Alors, les risques sanitaires des ondes électromagnétiques n'est pas démontré, mais des études doivent être poursuivies dans les 4 domaines en particulier. Donc, ce qui a été démontré, ce qui semble être démontré, envisagé, c'est qu'il y a des risques de tumeurs cérébrales sur le long terme, également des troubles de la mémoire, des troubles de la fertilité et évidemment des troubles du sommeil. Je terminerai en vous disant que finalement, le futur, c'est il faudrait avoir une approche holistique. On ne peut pas envisager un être humain sans son environnement et sans gérer l'environnement. Et comme son environnement, c'est l'environnement intérieur, il ne faut pas passer à côté. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est ça, qu'il faut évidemment baisser les particules les microparticules dans l'air extérieur, mais aussi diminuer les polluants, faire en sorte qu'on utilise le moins possible d'agents toxiques
à l'intérieur, faire attention à nos enfants, utiliser des produits et des matériaux qui sont moins émissifs, et puis ventiler ou avoir une ventilation mécanique. Il faut aussi impliquer les architectes, je crois que c'est très important, parce que sans ça, on ne pourra rien... Les architectes, les politiques aussi, et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai encore le temps. Alors voilà, j'ai essayé d'être rapide. Alors là, c'est juste, donc c'est le fameux, voilà, c'était une étude environnementale de la qualité de l'air d'un bureau à Casablanca, dans le cadre de l'exploration d'une conjonctivite allergique atypique. Donc ça avait été présenté au décours donc des regards croisés. C'est une session au CFA qui permet que chaque pays présente un cas clinique particulier. Et donc voilà. Alors en fait, il s'agit d'un monsieur de 35 ans qui vient consulter pour une conjonctivite chronique, mais elle est quand même un peu atypique. Alors il est connu comme étant atopique, il a une rhinoconjonctivite saisonnière, il est allergique aux acariens, chiens, chats et pollen de graminées. Les bilans, le test cutané montre qu'il y a une hypersensibilité claire, nette, et je vais retrouver en plus l'alternaria, qui est à 5 sur donc la moisissure, qui est un alternariat. Je vais compléter par les prises, les IgE spécifiques. Et effectivement, le recombinant de l'alternaria est à 5,7 pour une normale, je vous rappelle, inférieure à 0,10. Il vit plus avec des chiens et chats. Et là, il a bien compris que c'était plus la peine de vivre avec eux. Par contre, pour les pollens et les oliviers, là, par contre, donc là aussi, c'est 2 nouvelles sensibilisations, hein, la moisissure et pollen d'olivier. La particularité de cette conjonctivite, c'est qu'il dit qu'elle n'est pas saisonnière. Donc ça, c'est étonnant. Et qu'il a des poussées récidivantes avec des yeux rouges qui grattent, qui sont secs. Il parle d'une fatigue intense avec des maux de tête. Et il dit étonnamment qu'il est amélioré. Alors, il vit à Casablanca. Hein, donc, et il dit qu'il est amélioré le week-end et pendant les vacances. Et il me précise que sur son lieu de travail, ça se passe pas toujours très bien et qu'il a l'impression que ça s'aggrave. Alors, donc du coup, et comme... Voilà, donc en fait... comme c'est un espace de bureau, comme il est propriétaire de l'espace de bureau et comme il a les moyens, ben on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas dans d'autres situations. Donc, en fait, je vais faire un état des lieux détaillé du bâtiment. Je vais faire 2 visites techniques et une visite diagnostique. Je vais faire une recherche de micro-organismes, bactéries, moisissures, levures et un prélèvement aérobiologique et prélèvement de surface. La recherche de composés organovolatiques, elle aurait été idéale, mais malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Et la recherche, évidemment, d'une source polluante non identifiée, c'était les questions qui se sont posées. Alors, où est-ce que c'est? Alors, c'est un site, c'est à Casablanca, c'est un bâtiment d'administration, enfin, un bâtiment privé, mais... c'est un grand bâtiment qui se trouve sur un axe routier très fréquenté. Et je vais donc intervenir au niveau du bureau, du couloir et de la salle d'attente du plateau de direction qui est au dernier étage. Donc, je fais un état des lieux. Il vient de changer son vernis, c'est récent. Il a repeint, la moquette est ancienne. Il y a des dalles au niveau du faux plafond. Enfin, rien de choses extraordinaires, si ce n'est qu'il a refait le vernis de son parquet en bois massif. Il y a des plantes, il y a de la mousse, il y a des plantes d'ornement aussi parce qu'il se fait livrer des plantes dans la salle d'attente et dans son bureau. Et au niveau du mobilier, c'est du bois stratifié. La particularité, c'est qu'il a une énorme lampe Berger XXL, je vous dis pas, le gros truc là, énorme. Hein. J'ai jamais vu une lampe Berger. Lampe Berger, c'est une lampe particulière qui trône sur son bureau. En termes de ventilation, il n'y a pas de ventilation naturelle puisqu'il y a des ouvrants fixes. Il y a une climatisation à la fois personnelle, VMC, et en plus une climatisation à simple flux pour tous les étages. Il y a quand même 7 étages et c'est simple flux. Normalement, ça aurait été mieux qu'il soit double flux, mais bon. Je suis allée mettre mon nez dans le plafond. Il s'avère que on retrouve les anciennes VMC. C'est-à-dire, il y a toute la tuyauterie encore au-dessus de la tête. Donc, il faut imaginer qu'il y a un monde au-dessus de nous, là. Hein. Souvent, c'est bien joli, mais au-dessus, on n'imagine pas ce qui se passe. Et il est bon de se poser des questions, notamment dans les bureaux. Parce que la plupart du temps, on installe des systèmes de ventilation. Et ensuite, on a un nouveau système de ventilation tout neuf. Mais évidemment, on laisse l'ancien.
Et donc, ça, c'est un nid à plein de choses. Donc, il y a des traces de moisissure visibles sur les plantes, les bouquets, sur les murs des couloirs. Il y a évidemment un nettoyage parfait, il n'y a pas d'animaux et ils ne fument pas. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a. Il y a un couloir. Ce que vous voyez en violet, c'est les moisissures dans le couloir qui ont été déterminées et sur un mur qui sépare le bureau du couloir. Tout le reste, vous voyez bien, sur la droite, vous avez le bureau avec une salle de travail. Sur la gauche, vous avez la salle d'attente. Et il a une salle de bain qui est attenante avec une petite ventilation, un système de VMC qui n'était pas très efficace d'ailleurs. Et aucune ventilation vers l'extérieur, hein, naturelle. Donc, les 2 prélèvements ont été faits en juillet. Donc, c'est important de savoir d'où on part. Il faisait quand même 30 degrés à l'intérieur. La deuxième fois, quand je suis passée, quand j'ai dit que 30 degrés, c'était beaucoup quand même. Ça, c'était sans la présence du directeur, parce qu'on faisait baisser la température quand il était là, mais en fait, elle était tout le temps élevée. Donc, 29 degrés la première fois, avec un taux d'hygrométrie qui était à 78%. La deuxième visite, c'était un peu mieux, parce que quand même, il a râlé. Il a dit que, bon. Donc, on est passé à 57% d'hygrométrie et une température à 25 degrés. Donc, malheureusement, le taux d'occupation, le CO2, j'ai pas pu le réaliser. Et le formaldéhyde, par contre, avait été demandé par une société externe qui l'avait fait faire bien avant, qui était venue de l'étranger pour faire un prélèvement quand même, et formaldéhyde négatif. Donc ça, c'est les prélèvements de surface et aérobiologiques que j'ai pu faire. J'ai fait 4 prélèvements aérobiologiques, intérieur, extérieur évidemment, et 16 prélèvements de surface. Je me suis fait plaisir, hein. Voilà, tout était possible, donc j'ai tout fait. Donc là, il y a des moisissures, il y a de l'alternariat un peu partout, hein, donc des grilles, sur les grilles de climatisation. Je me suis fâchée avec le monsieur des grilles de climatisation qui est devenu blême quand il a vu ce que j'étais en train de faire, parce qu'il s'est dit je vais perdre mon job. Et ensuite, dans les prélèvements d'air, on trouve au niveau moisissure, donc des moisissures dans l'air. On est en plein mois de juillet, c'est normal, même à Casablanca. Il y a des moisissures, parce que je vous rappelle quand même que les alternariats et les moisissures, c'est l'été que ça se passe. C'est pas en hiver, hein. Ou dans des environnements intérieurs où il y a un taux d'hygrométrie qui est trop élevé. Dans le couloir, là aussi, il y avait le problème d'humidité sur les murs, donc c'était très positif. Au niveau des plantes, toutes les plantes qui étaient à l'intérieur, tout positif. Et surtout dans les espèces de mousse qu'on met dans le bureau pour faire joli, toutes pleines de moisissures. Donc évidemment, s'il respirait ça, je vous rappelle qu'il était allergique aux moisissures. Et dans l'aspirateur, évidemment, là aussi, il n'y avait pas de filtre EPA. Enfin, l'EPA, c'est juste pour les acariens. Mais enfin, il y en avait, automatiquement. Donc du coup, d'où ça vient alors? Donc il a fait le grand ménage, on a enlevé toutes les moisissures possibles. Il a fait... En fait... Je me suis intéressée quand même à la fameuse lampe berger. La fameuse lampe berger, je vous avoue que je connaissais pas très bien et surtout je connaissais pas véritablement ce qu'il y avait à l'intérieur. Je savais que ça sentait bon, que ça coûte assez cher ce truc-là, et que en fait la FIS c'est fait principalement d'alcool isopropylique. Et l'alcool isopropylique, ça fait partie des composés organovolatiles et la particularité c'est qu'il faut allumer pour pouvoir. Donc, en fait, ça devient encore plus volatile une fois qu'on a allumé cette lampe, enfin ce liquide, parce que c'est un liquide. Et en fait, le mode d'utilisation, c'était le mettre à l'intérieur, mettre la mèche, allumer pendant 3 minutes, souffler au bout de 3 minutes et laisser évaporer pendant 30 minutes et ensuite refermer la lampe berger. Sauf que la secrétaire qui pensait faire bien les choses, elle laissait les 30 minutes et puis après, elle laissait tout ouvert. C'est-à-dire que avec la température qu'il faisait, il faisait presque de 30 degrés, eh bien en fait, vous aviez une émanation permanente de ces fameux alcools isopropyl toute la journée dans un espace clos avec une mauvaise ventilation plus de la moisissure. Alors, la toxicité chronique, elle a été démontrée pour ça. Je vous laisserai voir pour l'alcool isopropyl, c'est la fiche de toxicologie. Donc, en fait, je vais juste vous parler d'une étude, donc le rapport Presence, qui a été commandé par l'ADEME et l'Observatoire de qualité d'air intérieur, et qui montre que l'impact des polluants volatiles et diffuseurs de parfums et des huiles essentielles sur la qualité de l'air intérieur, ça date de 2021, vous voyez, c'est assez récent. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut limiter au maximum le type de diffuseur. Surtout s'il y a des troubles respiratoires, surtout chez l'enfant et surtout chez la femme enceinte. Vous imaginez
un enfant qui vit 90% de son temps à l'intérieur et qui respire ce truc-là toute la journée, par exemple. Donc faites attention, ou les sprays divers et variés qui sont connus pour être assainissants, ça c'est une catastrophe. Mais ça, en tant que pneumologue ou allergologue, j'imagine que vous avez déjà été alerté sur ce point-là. Donner une indication plus précise et fiable sur la composition des produits. La plupart du temps, on n'a aucune information. Pour avoir les informations dont je vous parle pour la lampe Berger, il a fallu que j'aille chercher loin et évaluer les risques et mener d'autres études. Donc, ils vous disent qu'en fait, si vous l'utilisez dans les bonnes conditions, mais la plupart des gens ne lisent pas les conditions d'utilisation de la lampe Berger, et comme pour la plupart du temps, tout ce qu'on utilise. Voilà. Donc là, je vous rappelle, je vais passer assez rapidement. La réglementation marocaine sur la qualité de l'air, c'était intéressant de revenir là-dessus. Alors, depuis 2013, il y a eu des choses intéressantes. La COP22 à Marrakech, ils en ont parlé un petit peu. Il y a eu des décrets qui fixent les modalités de qualification des organismes mesurant les agents chimiques. Et pour la période 2018-2030, il y a le plan Air. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous aurai intéressé. Et voilà.